Bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. L'affaire Côte d'Ivoire à nouveau PPTE. Le ministre Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, dément et fait des clarifications. Voici en résumé l'essentiel de notre débat ce jour. A tout de suite. Merci d'être avec nous chaque soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci infiniment. Encore une fois ce soir, Herman Aboua est avec nous. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle. Pascal, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Au-delà donc du ministre des Finances et du Budget, la représentation de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire à propos de cette réinscription de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTO dit qu'il n'en est absolument rien. On ne sait pas d'où vient cette information, mais surtout pas du côté de la Banque mondiale. Herman Aboua, quelle est votre lecture de cette situation? Non, moi, je retiens peut-être le commentaire que le ministre de l'économie et du budget a même dit. Il a même indiqué que des finances et du budget, il a dit, entre autres, que c'est une mauvaise interprétation, que c'est parce que le document, la Banque mondiale a actualisé le document sur les pays qui ont été éligibles à l'initiative PPTE, donc la Somalie qui est rentrée dedans. Donc je veux dire que dans tous les cas, moi, ce n'est pas ce débat-là qui m'a intéressé dans son intervention devant le Sénat. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est surtout le point des finances qui fait, du budget et autres là, qui m'a inquiété. Lorsqu'on prend par exemple, nous, on mobilise 6 190 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales. Mais en même temps, on prend 5 800, un peu plus, de dettes qu'on contracte. Enfin, on paye la dette à cette hauteur-là. Ça veut dire que ce que nous-mêmes, on produit en termes de recettes fiscales, on est à près de 80%, voire de cela qu'on prend pour payer, régler la dette. C'est comme si, à chaque mois, on prenait un fonctionnaire qui a 100 000 francs, prenait à chaque fois de l'argent. Lui-même, c'est 100 000 francs, il y a 90 000 francs qui vont payer la dette qu'il a contractée auprès de ses voisins. Donc, il a 10 000. Or, ses besoins sont toujours peut-être à 14 000 et il doit chercher à chaque fois de l'argent pour ajouter. Donc, dans tous les cas, on sait que la dette, la Côte d'Ivoire supporte aujourd'hui la dette, mais jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer de vivre, prendre crédit pour payer crédit? Donc, avec votre explication, au-delà de tout, vous restez toujours inquiet. Oui. Je rappelle que nous allons donc, enfin je vous informe, nous allons recevoir Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield, au téléphone pour nous expliquer un peu son point de vue sur la question. Pascal, comment réagissez-vous donc à ce démenti du ministre des Finances et du Budget et puis vis-à-vis d'Herman? Si vous avez des éléments également, n'hésitez pas. Écoutez, l'angle sous lequel je préfère prendre cette affaire qui finalement n'en est pas une, c'est nos sources d'information. C'est cela. Aujourd'hui, l'information financière est une information qui est technique, au risque donc d'échapper au débat de salon ici, parce que heureusement nous avons l'intervention de M. Zézé tout à l'heure. Et c'est une information, je le disais, qui est technique, qui est complexe, et on a constaté depuis quelques années qu'elle était également accessible à l'ensemble des Ivoiriens. La preuve, donc, on a eu ce poste-là. Mais c'est une façon générale d'aborder aussi ces questions-là qui m'intéressent. Aujourd'hui, il faut qu'on accorde du crédit à la parole publique, mais pas que. Il nous appartient également d'aller sur les sites comme celui de la Banque mondiale pour vérifier si cette parole publique-là est en adéquation avec ces institutions qui notent. Je pense à Bloomfield, mais je pense aussi à Moody's et d'autres agences de notation financière. Ce qu'il en ressort, c'est que les faits disent que notre pays a fait ratifier une initiative qui s'appelle la facilitation africaine de soutien juridique. Voilà, la facilitation africaine de soutien juridique. Et qu'à l'occasion de cette ratification, un certain nombre d'éléments financiers ont été remis à jour et que ça a coïncidé avec la mise à jour également du rapport de la Banque mondiale. Et que dans ce rapport-là dit
que depuis l'entrée de la Somalie, voici donc les pays qui ont bénéficié et qui a débordé jusqu'à ceux qui en bénéficiaient avant 2012. Donc, cela a créé donc la confusion dans l'esprit de certaines personnes. C'est ce que nous dit le ministre Adama Coulibaly. C'est très simple. Nous, on invite ici, j'espère que... Oui, voilà. en fin de cette émission-là, on invitera ici les services du ministère du Budget, justement, à l'effet d'éclairer mieux nos lanternes. Voilà, mais toujours sur l'angle de l'information, un tweet ou un post sur Internet ne fait pas l'information financière d'un pays. Et c'est pour ça que nous sommes là sur ce plateau. C'est pour dire que le répondant public a expliqué devant les sénateurs ce que c'était cette initiative, ce à quoi renvoyait ce rapport. Donc moi, l'angle vraiment que je prends, c'est la source de l'information. Et cette source-là, c'est la Banque mondiale. Elle dit non. Le ministre des Finances et du Budget dit également la même chose. Très bien. Marius Comoé, quelle lecture en faites-vous? Une dette colossale ou pas, toujours est-il que la Côte d'Ivoire reste devoir à l'extérieur plus de 33 000 milliards. De 25 000 milliards, on parle aujourd'hui de 33 000 milliards. On n'est même pas encore tombé d'accord sur le montant exact que la Côte d'Ivoire doit au niveau des bailleurs. Pour vous, c'est très important de notifier cela. Mais bien entendu, dès lors que c'est nous, les contribuables ivoiriens, qui payons cette dette, les gouvernants prennent les dettes et c'est nous qui les payons. Voilà, et on les paye de nos poches et de nos porte-monnaies. L'État, je le répète, à qui veut m'entendre, n'a pas de champ de café ni de cacao. L'État n'a pas de villas, d'immeubles, dont le rapport locatif, c'est-à-dire quand il a encaissé tous les loyers, ça lui donne un certain montant qui lui permet de régler les questions des dettes. Chaque fois qu'il y a dette, c'est dans la poche et les porte-monnaies des Ivoiriens que l'État viendra chercher l'argent pour aller régler la dette. La preuve, nous croulons aujourd'hui sur le poids de l'augmentation du coût de l'électricité qui fait grincer des dents. Mais il faut bien que les décideurs viennent sur les plateaux de télé pour expliquer. Ce n'est pas moi comme moi et les associations de consommateurs qui avons pris la décision d'augmenter, par exemple, le prix de l'électricité, du kilowatt-heure de l'électricité. Selon vous, donc, cette source-là, cette augmentation de l'électricité viendrait des pouvoirs publics et donc des dettes contractées et des déficits engendré par le secteur énergétique ivoirien. Et il revient aux acteurs au niveau de l'économie, de la dette extérieure, il revient au ministère. C'est très bien que le ministre aille devant les parlementaires, les sénateurs et tout. Mais combien de sénateurs vont dans leur région pour expliquer tout ce qu'il a dit en leur présence? Pour vous, ce n'est pas une bonne stratégie d'information? Mais soyons sérieux. Nous, Ivoiriens, à travers nos taxes et nos impôts, l'État met à la disposition, par exemple, des députés, de l'argent pour aller expliquer aux populations les lois qui sont votées. Mais combien de députés dans nos régions viennent régulièrement expliquer les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale? Il allait s'asseoir certes devant les sénateurs, mais ça reste entre lui et les sénateurs. Ça n'arrivera nulle part parce que les populations... Nous en parlons aujourd'hui, Marius. Les populations en majorité analphabètes ne comprennent même pas tous ces chiffres. Et donc, il faut bien que sur des plateaux de télé, même si le ministre ne peut pas se déplacer régulièrement pour être sûr, parce que ce n'est pas aussi son rôle, pour être sur les plateaux pour expliquer, mais il peut déléguer justement cette prérogative à ses collaborateurs. Parce que la question de la redevabilité des pouvoirs publics est cruciale dans le fonctionnement d'une république. La question de la redevabilité contribue à réduire, à n'en point douter, les incompréhensions qui découlent de telles situations relativement aux plaintes et aux complaintes des populations qui veulent en savoir un peu plus sur cette histoire de dette. Il revient à l'État de l'expliquer en des termes beaucoup plus accessibles aux Ivoiriens pour que chacun sache où se situer. Pour terminer avec vous, Marius Comoé, est-ce que ça vous rassure que la Côte d'Ivoire ne revient pas à l'initiative PPTE? Pour terminer. De toutes les façons, qu'on ne soit à l'initiative PPTE ou pas, moi je constate que nous sommes lourdement endettés. Très bien. Depuis que cette Côte d'Ivoire existe, même sous Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a jamais atteint un tel taux d'endettement. Et donc, il est tout à fait évident. Et nous savons, comme nous savons que cet endettement-là, c'est nous qui allons les payer, nous leur disons de nous dire comment ils vont faire pour qu'on paye, parce que les acerbations des frictions financières, les acerbations de la bourse du consommateur, des populations, peut créer justement des problèmes liés justement à la cohésion sociale. Élisée Boloubef, quel est votre regard sur cette situation? Bon, je note déjà dans l'intervention de certains de mes prédécesseurs qu'on est sorti en fait du débat. C'est-à-dire que ce qui a été planté
comme débat était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on est convaincu qu'on a l'initiative PPTE ou on ne l'est pas. C'était le sujet. Voilà, donc après, on pourra épiloguer sur autre chose. On pourra épiloguer sur autre chose. Et sur cette action, je pense que la pédagogie a été suffisamment faite, en tout cas depuis quelques jours. Mais on peut toujours revenir encore pour expliquer aux Ivoiriens, parce que c'est important quand même d'informer les Ivoiriens. Sur la question du PPTE, je veux dire juste que l'opinion des Ivoiriens a fait objet de manipulation en bonne et due forme. Parce que même le test... Par qui, Élysée? Oui, mais par des gens qui ont bien évidemment envie de vendre ça aux Ivoiriens. Le fait que, déjà, vous voyez, l'ordre chronologique est tellement bien établi, on quitte sur la question de la dette, on tombe sur le PPTE. Donc, vous ramenez... Pour vous, c'était donc prévu par cette manipulation? Non, mais c'est des manipulations. C'est vraiment des manipulations. Vous savez, moi, ce qui est intéressant sur les Ivoiriens, quand les organisations internationales font des rapports qui accablent le régime, on les brandit, et on trouve que ces organisations-là sont crédibles. Dès l'instant qu'elles donnent des satisfecits au gouvernement, on dit qu'elles sont manipulées. On ne peut pas fonctionner comme ça. À un moment donné, il faut que nous, on soit crédibles. Peut-être que c'est le thème en vogue en ce moment, mais à un moment donné, il faut vraiment qu'on soit le plus crédible possible. La question de PPTE est claire. L'État de Côte d'Ivoire, depuis 2012, est sorti de l'initiative PPTE. C'est plus à l'ordre du jour. L'État de Côte d'Ivoire, comme l'a expliqué le ministre, et même c'est vérifiable, parce que moi je suis allé sur le site de la Banque mondiale. Aujourd'hui, au moins tout le monde a un smartphone, on peut taper, aller sur la Banque mondiale. La Banque mondiale a mis la situation générale de la Côte d'Ivoire. Ouais, tu parles de la situation économique de la Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire, la situation politique de la Côte d'Ivoire, et après tout ça, elle te fait une conclusion. Et sur la base de la conclusion de la Banque mondiale, à qui on attribue ce qui a été publié, justement, et qui dirait que la Côte d'Ivoire est PPTE, la Banque mondiale est formelle là-dessus, sur l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, en termes de chiffres macro, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, honnêtement, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais vraiment, la Côte d'Ivoire a travaillé sur cet aspect. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme la Banque mondiale a rêvé, et nous tous on le relève ici, c'est la distribution et la répartition de la richesse qui est problématique. Sinon, si c'est la question de la richesse, la Côte d'Ivoire s'enrichit. Parce que c'est bien beau de dire aujourd'hui qu'on a 33 000 ou bien 25 000 milliards de dettes. Mais dites-nous, on a combien de pourcentage d'enrichissement aujourd'hui du PIB? Quand on était à 3 000 milliards de francs CFA de dettes, ou quand on était à 6 000 milliards de francs CFA de dettes, on avait combien de milliards de PIB? Qui est la richesse en fait intrinsèque du pays. On était à combien? Quand on était à 8 000 milliards de francs de dettes, on était à 12 000 milliards de PIB. Aujourd'hui, on est à 25 000 milliards, on est à 52 000 milliards de PIB. Ça veut dire autant on s'endette, autant on crée la richesse. Et une chose importante, on va terminer dessus. La richesse, on la crée comment? On la crée sur la base de l'investissement. Donc, aujourd'hui, là, on a découvert des champs pétroliers. L'objectif aujourd'hui, c'est que... De l'or aussi également, à Et voilà, des minerais. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici quelques années, déjà, le risque de surendettement est jugé modéré, mais vraiment de le réduire au maximum et de créer plus de richesses parce qu'on en a besoin. Tout n'est pas rose, moi je le dis honnêtement. Mais une chose est importante de dire, la Côte d'Ivoire, et ça tout le monde est unanime là-dessus, que ce soit l'institution internationale ou le gouvernement ivoirien ou même les opposants, savent qu'aujourd'hui, honnêtement, de leur position, ils sont assis, que la Côte d'Ivoire n'est pas éligible à l'initiative PPTE. C'est important que tout le monde l'entende. Merci beaucoup, Élysée. Herman, pendant qu'Élysée faisait donc son propos, je vous voyais donc demander âprement la main. Allez-y, vous l'avez. Oui. D'abord, il faudrait que Élysée estime que vous perdez, on perd un peu le débat. Il faudrait qu'Élysée comprenne que personne n'a fait de hors-sujet ici. Ah non, du tout. Un sujet, quand il est posé, il a des ramifications et il doit le savoir. Absolument. Et les ramifications peuvent nous amener à comprendre le sujet principal. Exactement. Faites cette précision d'abord, parce qu'on est tous plus ou moins des intellectuels ici. Mais on est tous des finalement, PPTE, c'est le thème qui a été galvaudé, moi je pense, par l'initiative PPTE. C'est cela. Parce qu'en limite, PPTE, ça veut dire quoi? Pays pauvre, très endetté. Tout à fait. Bon, on s'imagine qu'on est riche, on n'est pas pays pauvre, n'est-ce pas? Donc, bon, pays faiblement pauvre, mais très endetté. Au moins, on est d'accord qu'on est très endetté. Donc, quand on produit de la richesse, et quand il me dit, il sort des éléments macroéconomiques, lorsqu'on produit de la richesse, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que les populations pour lesquelles on crée cette richesse-là bénéficient de cela, de la répartition. Mais c'est la répartition. Qui a nos richesses? Aujourd'hui, la plupart de nos capitaux, c'est quoi? On produit ces richesses-là, mais c'est la plupart des multinationales qui repartent avec, qui sont installées ici, qui ont des accords. Laissez-moi dire finir. Je vais finir, après vous allez parler. On a des accords léoniens qui donnent des... Je fais rapidement. Je l'ai écouté religieusement, qui m'écoute religieusement. Quand il parlait, personne ne l'a interrompu. Oui, c'est un détail. Oui, allons-y, Herman. Oui, je vais développer. Les richesses qu'on crée, les multinationales avec lesquelles, à cause de la double imposition, qui prennent leurs capitaux, leurs bénéfices et pour aller chez eux, en quoi est-ce que ça nous profite? Aujourd'hui, même les gisements qu'on a et autres, les grands, je ne vais même pas les citer, quelle est la part
de l'État de Côte d'Ivoire dedans. Et qu'est-ce qui revient aux populations? À côté de cela, c'est l'inflation qui leur revient. Selon vous, il y a un flou là-dessus. Il n'y a même pas de flou. On sait aujourd'hui la clé de répartition des richesses que la Côte d'Ivoire produit. Il ne faudrait pas qu'on vienne sortir des éléments macroéconomiques. On dit simplement que on a des recettes fiscales qui sont à près de 6190 milliards. C'est cela. Et on emprunte 5813 milliards de francs CFA. Pendant que nous-mêmes, on produit, on rembourse cette dette-là chaque année à hauteur de près de 5 000 milliards. Voici là la problématique. Quelqu'un qui prend crédit, les gens qui nous demandent d'ajuster nos épargnes et autres, de maîtriser nos budgets, il y a plein d'agences qui le font, nous disent quoi concernant nos salaires? Quand tu as un salaire, tu prends tes revenus, là, c'est ce que tu prends pour faire tes dépenses. Et à côté de cela, même, tu dois utiliser un tiers, plus ou moins, de tes revenus. Aujourd'hui, on en est où? On prend crédit pour payer crédit. Vous allez nous dire que oui, la Côte d'Ivoire se porte bien, mais ça se porte bien pour certains. Effectivement, on produit de la richesse, mais à qui profite ces richesses? Permettons donc à Élisée rapidement de réagir, ensuite Pascal et Marius. OK. Moi, je pense que quand on parle, il ne faut pas juste... J'ai dit tout à l'heure, il y a quelques semaines de cela, quand on parlait de la question de la dette, j'ai dit qu'il faut qu'on en parle sans passion. Et vous convenez avec passion tout à l'heure. quand on en parle sans passion, parce que c'est important quand même de comprendre. Et quand on parle aussi sur le plateau, il faut qu'on s'écoute. À aucun moment, je n'ai traité des gens de ne pas être des intellectuels, de ne pas comprendre. Non, j'ai corrigé là-dessus. C'est important qu'on s'écoute. Voilà, c'est vraiment capital qu'on s'écoute. J'ai été clair tout à l'heure, et c'est pourquoi je dis que c'est important qu'on s'écoute. J'ai dit que quand on écoute le rapport, ou quand on va lire le rapport de la Banque mondiale, sur le site, la Banque mondiale est formelle sur le fait que, en ce qui concerne les programmes macroéconomiques, la gestion macroéconomique, il n'y a absolument rien à dire. C'est-à-dire, c'est bon, la Côte d'Ivoire est ouverte. Mais la Banque mondiale prend la peine de préciser que sur les disparités au niveau des répartitions des richesses, il y a des efforts à faire. Ça, je l'ai dit ici. Peut-être qu'il n'a pas compris parce qu'il veut entendre autre chose. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, comme je l'expliquais tout à l'heure, le point qui nous réunit, ou du moins qui suscite le débat aujourd'hui, c'était la question du fait que depuis un certain temps, dans l'opinion publique, il y a un débat qui s'est instauré, la question du fait que la Côte d'Ivoire est devenue PPTE, pays très endetté. Tout à fait. Et sur cette question-là, je veux qu'on s'accorde ici à reconnaître que c'est faux. Déjà, il faut qu'on s'attende dessus, que c'est très faux, que donc tous ceux qui ont diffusé cette information, c'est une information mensongère. Ça, c'est déjà bon qu'on soit déçu. Maintenant, on peut revenir sur la question de l'utilisation de la dette et tout ça. Je peux comprendre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, disent juste comme ça, qu'on est à 25 000 milliards, on n'a jamais atteint ce record, mais c'est normal. Il y a 10 ans en arrière, on n'était pas 30 millions d'habitants. Il y a 20 ans en arrière, on n'était pas 28 millions d'habitants. On était 10 millions d'habitants, on était 8 millions d'habitants. Donc, au fur et à mesure qu'on croît, c'est normal aussi que les chiffres croissent aussi. Ça va de soi, c'est normal. Tu ne peux pas prendre les réalités de 90 pour pouvoir les transférer en 2020. Ça ne peut pas aller. Je pense que c'est une question quand même de logique et de jugeote. Pour terminer dessus complètement, je veux dire que sur la question de la dette, quand on le dit, c'est-à-dire quand on dit le chiffre de cette manière, forcément, ça va susciter plus ou moins des réactions. Et ça, on est tous unanimes là-dessus. Mais tu mets la dette, tu la compares par rapport à quoi? Très bien, parce que c'est important aussi que tu regardes ça, la dette par rapport au PIB, par rapport à l'évolution du pays. Maintenant, comme je le dis, et je suis d'accord avec lui, sur la question de la nécessité que cette croissance, cette richesse que le pays a là, il faut que les citoyens en profitent au maximum. C'est ça. Sur ça, vous êtes en accord. Pascal voudrait réagir. Oui, j'aimerais jeter un petit regard historique sur le PPTE, que je me suis permise d'aller consulter. Il a été une époque ici en Côte d'Ivoire, parce que c'est une initiative qui a été ouverte à la Banque mondiale. Et l'initiative PPTE, en fait, il faut être éligible. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des critères pour être un pays PPTE. Et si on jette un regard en arrière, il y a quelques années, la Côte d'Ivoire luttait, en tout cas voulait de tout à corps et à cri être éligible à cette initiative PPTE. Pourquoi? Parce que loin des cris d'orfraie maintenant qu'on est en train d'entendre, parce que c'est vrai, on se dit qu'on a atteint un certain niveau économique et un certain niveau de distance de la paupérisation. Donc, on ne veut plus être membre de l'initiative PPTE. En tout cas, on n'a pas postulé, parce que je pense également qu'on postulerait pour être éligible à cette initiative PPTE. Donc, j'ai voulu jeter ce regard un petit peu historique. Pourquoi justement? Pourquoi? Parce que l'initiative PPTE, en fait, ce sont des avantages. C'est une initiative qui tend à mettre en place des mécanismes pour les pays pour alléger leurs dettes, pour leur permettre de pouvoir y faire face, mais aussi les appuyer dans un certain nombre de dispositions
de gestion macroéconomique pour que cette dette-là ne les submerge pas. Soit soutenable. Et soit soutenable. Et à un moment donné de notre économie, cette initiative-là a été salutaire. En tout cas, les dirigeants de l'époque ont estimé qu'elle était salutaire pour notre économie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Et là-dessus, je rejoins Élisée. Il s'agissait d'apporter cette réponse. Mais aussi, je suis d'accord, quand il faut évoquer un sujet, on ne peut pas rester stricto sensu sur ce sujet-là, puisqu'en lui-même, il fait naître d'autres développements. Marius, comme vous demandiez la parole, allez-y. Oui, en Vous effet, partagez le point d'Herman. Je voudrais rappeler que moi, je suis sur ce plateau en ma qualité de leader de la société civile. Tout à fait. Et donc, une question de dette, je ne suis pas du ministère de l'économie et des finances. Et je ne pense pas que sur ce plateau, il y a un représentant du ministère de l'économie et des finances. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il y ait encore sur ce plateau de responsables de l'administration publique. Pas du tout. Nous sommes tous des analystes et nous sommes sujets donc à réfléchir et à subir les effets néfastes de cette dette. Chacun de nous ici paye cette dette, sauf ceux qui mangent à la table des rois. Mais moi, Marius Como et les populations qui nous regardent subissent les effets néfastes de cette dette. Donc, ne pas le dire, moi, en tant que leader de la société, qu'on me parle de PPTE ou pas, je me rends compte que la Côte d'Ivoire est à 25 000 milliards, 33 000 milliards de dettes. Et ça vous inquiète? Mais jamais dans l'histoire de ce pays, on a entendu une telle somme. C'est faramineux, c'est inquiétant. Donc, on a besoin de comprendre. Et ce n'est pas avec quiconque qu'on pourrait comprendre qu'avec ceux qui ont contracté la dette. Et je ne pense pas que sur ce plateau, on a des représentants de ceux qui ont contracté la dette. Cela dit, j'ai évoqué la question également des répercussions de cette dette sur le pouvoir d'achat des populations. Aujourd'hui, qui ne sait pas sur ce plateau que les Ivoiriens se plaignent du niveau de vie et qui leur est justement soumis par les décideurs. On ne prend pas un pays pour faire son bonheur à soi. On prend un pays pour faire le bonheur de ses concitoyens. Et si les concitoyens pour lesquels l'on se bat pour prendre la tête d'un pays, pour diriger un pays, se plaignent de leur niveau de vie, chacun doit être assez compatissant et écouter le cri de cœur des populations pour conserver et préserver la cohésion sociale. C'est de ça que je parlais, rien que ça, et je ne voudrais pas qu'on déforme justement notre vision des choses qui voudrait que nous nous prononcions dans l'intérêt absolu et supérieur des populations qui croulent véritablement sans distinction sur l'ensemble du territoire national, qu'il soit du RHDP, du FPI, du PPACI et autres. Tout un chacun paye une facture de courant, paye sa santé et autres. Et donc, c'est pour ces gens-là que nous nous exprimons, y compris vous. Très bien. Alors, j'aimerais revenir sur un de vos, parce que, comme on l'a dit, hein, on est d'accord ici qu'évidemment, la Banque de la Côte d'Ivoire n'est pas réinscrite sur une initiative PPTE. J'aimerais m'appesantir sur un mot qui m'intéresse, la cohésion sociale. Oui. Est-ce que vous pensez que si justement ce point de la dette qui soulève des passions n'est pas bien expliqué aux populations, cela pourrait mettre à risque la cohésion sociale que nous avons tant recherchée, que nous recherchons tant? Mais les Ivoiriens grognent. C'est un mauvais signe. Et donc, tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit très bien qu'il faut que les gouvernants mettent en œuvre leur politique de redevabilité, qui est une notion importante de la gestion de la chose publique. Très bien. Tant que, pourquoi appeler des organisations de consommateurs ou même des centrales syndicales à des tables de discussion et puis ne pas aller vers les populations à travers l'État lui-même à ses médias de communication. Et l'État, aujourd'hui, a permis la naissance, la floraison d'un certain nombre de médias. Il faut que l'État utilise ces médias pour communiquer avec ses populations sur la majorité des décisions qui touchent à leur bien-être social. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ne pas le dire, ce n'est pas du tout intéressant. Très bien. Le point de vue d'Élisée, et c'est un point de vue qui a été aussi repris par une certaine part des presses économiques, il pourrait y avoir de la manipulation, peut-être pour manipuler l'opinion, à l'effet, comme Marius le disait, de faire tanguer la cohésion sociale. Quel est votre point là-dessus, au-delà de ce que vous voulez dire après? Comme je l'ai dit, soyez rassurés, les rapports des institutions financières par rapport à un pays, c'est toujours par rapport à leurs objectifs. Donc, moi-même, je ne crois même pas à ça. Donc, à la limite... À la manipulation? Non, je ne dis pas que je ne crois pas à la manipulation. Il peut y avoir de la manipulation. Moi, c'est pourquoi je m'appesantis sur les propos même du ministre et sur la loi de programmation du budget.
quand je regarde, je veux qu'on voie l'aspect pour améliorer, lorsqu'on on a des poids, par exemple, on a ces genres de situations où insoutenables, on améliore l'assiette fiscale. Mais l'assiette fiscale, on améliore comment? Soit par la hausse aussi des taxes, ou bien on essaie d'imposer un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on constate que c'est les taxes. On regarde, si vous regardez les factures, il y a d'autres éléments. C'est vrai qu'on voit la facture d'électricité de façon globale. Il y a d'autres éléments qui ont augmenté sur 3... Des indices? Oui, d'autres éléments qui ont augmenté sur 3, les taxes sur les ordures et autres, là, qui ont augmenté sur 3 factures. Maintenant, regardons la place même des institutions budgétivores, enfin certaines institutions. Quand je regarde par exemple le Sénat, à 9%, à 11 milliards comment on appelle, de budget. De budget de Je fonctionnement. prends le Conseil économique et social. On a 7 milliards de budget, environ 8 milliards. Oui. La présidence de la République a 108 milliards de budget. Le médiateur de la République, 5,400 milliards de budget. Je prends la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ils ont 4 milliards de budget. Quel est le rapport avec la dette, Herman? Non, mais c'est pour dire que c'est c'est vrai, la présidence de la République, c'est normal, l'Assemblée nationale et autres. Mais il y a des institutions qui sont budgétivores. On diminue, on réduit. Quand on a des problèmes comme ça, on réduit le train de vie de l'État. Mais quels sont ces efforts qui sont faits là-dessus? Chaque jour, il y a même le haut représentant. Il y a 2 milliards de budget. À quoi il sert, Je ne dirais pas à quoi il sert. Celui qui l'a nommé, il sert à quoi il sert. Mais je veux dire qu'il y a des institutions budgétivores. Pour vous, il faut pendant les annuler, qu'on augmente les taxes sur les différentes factures que les populations doivent payer, on doit pouvoir réduire aussi le train de vie de nos représentants. Très bien. Et il y a des institutions qui ne doivent pas rester dans nos budgets. Parce qu'un conseil économique, même le Sénat, le on Sénat, avait oui. une seule chambre au niveau du Parlement, de l'Assemblée On termine nationale, avec ça. on vivait bien. Élisée Bolobe, comment est-ce que vous réagissez à cela? Oui, moi, je le disais tout à l'heure, je vais répéter encore, finalement, ça devient redondant, franchement, parce que je crois qu'il faut Est-ce que vous comprenez les arguments d'Herman qui dit que cela pourrait avoir un lien avec la dette, justement, parce qu'il y a des institutions qui seraient budgétivores? Moi, je pense que contester ça, ça serait faire preuve de mauvaise foi. Franchement, quand on est honnête, quand on est foncièrement honnête, on peut reconnaître qu'au niveau de l'État, des efforts peuvent être faits pour réduire le train de vie de l'État. Qu'il y a certaines institutions ou certains postes budgétaires qui peuvent être revus. Ça, je pense que c'est une question, c'est une notion d'honnêteté. On n'a même pas besoin d'un parti politique de droite ou de gauche pour pouvoir le comprendre. C'est juste une question d'honnêteté. Maintenant, quand on finit de dire ça, en même temps aussi, il ne faut pas juste avancer des chiffres pour avancer des chiffres. Moi, je dis que sur ce plateau, on a quand même un rôle de pédagogie. Moi, j'estime. Quand je prends, par exemple, je te dis que le budget, c'est un exemple que je donne, du Sénat, 10 milliards, je trouve que c'est excessif. Je donne des éléments sur lesquels je pense que c'est excessif. Par exemple, doter les vénérables d'un tel montant, je trouve que ce n'est pas normal. Et puis, on explique, les populations peuvent comprendre. Mais comme je le dis, je reste sur le fait, comme je le dis, s'il te plaît, attendez, Herman, tu es le premier ici à donner de la fin de la morale. Non, c'est bon, Donc, je veux te taire, puis je parle, s'il te plaît. allez-y, Élisée. Voilà, merci de la compréhension. Donc, comme je le disais, on peut réduire, donc vous disiez. Voilà, vraiment, on peut réduire le train de vie de l'État sur certains aspects. Ça, c'est normal. Et je répète encore, la Banque mondiale et les institutions financières internationales, vraiment, honnêtement dit, ça c'est un point de vue personnel. Ça me désole qu'Herman dise qu'il ne croit pas du tout en rapport de tout. C'est son droit le plus absolu. Mais je pense, honnêtement, sur un plateau, le sorti de la part d'un intellectuel, pour moi, c'est quand même grave, honnêtement dit. Ça c'est mon opinion. Mais je dis que la Banque mondiale et toutes les institutions qui font un rapport et qui le produisent et qui disent que la situation économique macro, en tout cas sur le plan macro, est normale, je crois que ça peut s'entendre. Maintenant, comme je l'ai dit, lui-même, on est d'accord, on est en phase sur la nécessité de ce que ces richesses qui sont créées au niveau de l'État soient profitables le plus possible aux populations. Sur cet aspect-là, il n'y a pas de débat. Toi et moi, on est alignés. Mais je veux que tu comprennes une chose. Faut que, de la même manière, on brandit le ratio et le taux de la dette, il faut le mettre en adéquation avec la création de richesses. Et aussi, il est important, quand on veut rappeler des faits, de tenir compte d'un certain nombre de contextes. 10 millions d'Ivoiriens ou 5 millions d'Ivoiriens en 1965, ce n'est pas 31 millions de citoyens en 2023. Ça, c'est aussi important de le noter. Cela pourrait expliquer ceci en fonction... Enfin, c'est la compréhension d'Élisée. Herman, on va terminer sur le sujet. Vraiment, on a fini. Rapidement, j'ai juste une demi-seconde. Je suis sûr que c'est la demi-seconde. Demi-seconde. De la demi, en fait. Oui, de la demi. Très bien. Ça peut susciter une réaction d'une demi. Quand je parlais des rapports, je n'ai pas dit que l'institution à la Banque mondiale, des rapports... Vous avez dit que vous ne croyez pas.
Il y a des rapports, vous-même vous savez bien, c'est juste... Ça vient de la Banque mondiale quand Où même. où est-ce que les États prennent le crédit? Très bien. Ce sont eux qui nous endettent. Donc, Le FMI et autres, là, ces institutions de Bretton Woods, avec certains autres, ce sont eux qui nous endettent. Donc, pourquoi est-ce que leur rapport qui veut nous amener à rembourser leurs dettes, parce qu'en même temps qu'on ne rembourse pas les dettes, là, on paye nos dettes à hauteur de 40% de nos budgets. très bien, Man. Vraiment, c'est un peu méprisant, On a- en fait. Parce que la alors- Côte d'Ivoire a quand même des intellectuels et des techniciens quand même. qui ont étudié au même niveau que S'il vous ces plaît, gens-là messieurs. et qui font l'étude économique, la politique, qui mettent en œuvre la politique économique Oui. de l'État du Côte d'Ivoire. Maintenant, ça Quand quoi tu- envoyer à la Banque mondiale? Mais quand tu terminer. dis que ces rapports-là, c'est des gens, ils font les rapports parce qu'ils ont vu qu'on paye leurs dettes. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'intelligence en C'est Côte d'Ivoire un pour des scruter éléments. ces rapports? Parmi Non, tant d'autres, arrêter on va faire le d'être débat sur la méprisant. Banque mondiale. Non, Je mais ne faut suis arrêter pas d'être méprisant. je Parce ne qu'en suis Côte pas d'Ivoire, il y a des méprisant. intellectuels, mon ami. Si tu Méprisant penses par que rapport à peut-être c'est qui? difficile pour toi d'appréhender les mécanismes de gestion financière, je peux te le conseiller, peut-être tu n'as pas fait ces études. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui l'ont fait. Élysée, Et quand tu dis que Élysée, les enfants, en même c'est pas temps, bien. en même temps. C'est pas Je dis Herman, que réagis et puis on termine. ta foi à ta foi aux indicateurs de ces institutions, je te les concède. Mais moi, je te dis que les indicateurs, ces indicateurs-là, ça ne profite qu'à ces institutions. Très bien. qui nous Merci donnent le beaucoup. crédit. La Ça, meilleure je le Merci. vois aussi de La Merci, meilleure merci manière d'un beaucoup. pays Pourquoi est-ce de qu'on- tourner le dos à la Merci à la beaucoup. consommer de façon c'est de localement consommer et de produit. produire la richesse au Très niveau bien, local. très bien. On produit des causerie, matières Marius- premières, on envoie là-bas Marius et ils Komoé- transforment, ils viennent nous vendre. Marius On n'est même Komoé, pas capable de les Commencez transformer. par Marius arriver en Komoé, panne de Côte oui, c'est d'Ivoire fini. sur Les ce plateau consommateurs sur les également produits que vous consommés représentez vous locaux. écoutent. Oui, mais bien entendu. Le coton, c'est chez nous, hein. Il faut Faut oublier pouvoir, à un moment Mais cette donné, fabrication terminer n'est pas un débat et puis Le le débat- rouvrir autrement. Voilà. Bien sûr. Alors, je ne sais, nous devrions recevoir par téléphone le PDG de Bloomfield, M. Zézé Stanislas. Mais malheureusement, la connexion nous a fait défaut. Ça sera assurément pour un autre jour. Je voudrais en même temps, au seuil de ce sujet-là, demander au ministère des Finances et du Budget de nous envoyer ici un représentant Absolument, à absolument. l'effet de mieux éclairer les lanternes des populations. Absolument. Cela est très important. Voilà, merci beaucoup. Il faut aussi que ceux qui disent que la Côte d'Ivoire est une initiative PPTE, parce qu'il y a des personnalités Merci qui ont porté le beaucoup. projet. On a qui fait viennent Élisée aussi Boloube. vous expliquer aussi. Et C'est non, 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 ce non, soir, on va qui est pas assis à la place recommencer. de Daouda, On va donc, pas, je on va comprends. pas Il recommencer. est le ministre On ne va pas du budget et recommencer, des messieurs, finances. s'il vous plaît. Passons à un autre pan de notre plateau ce soir. Nous avons une invitée qui va arriver maintenant. Je pense qu'avec elle, on ira tous passer une nuit au musée. Ça va nous apaiser, ça va nous calmer. Elle s'appelle Céléo Naradjene. Oh, c'est magnifique comme nom. Best Culture Lover 2024, PCO de la nuit au musée. La promotion de la culture ivoirienne à travers les musées. Toute jeune et belle, bonsoir. Bonsoir. Quelle initiative, c'est très bien. Expliquez-nous un peu. Alors, la nuit au musée, déjà, c'est une initiative qui a été faite par une association culturelle qu'on appelle Ivoire Black Story Month, qui promeut chaque année, ou encore, on va dire, chaque mois de février, la promotion de la culture, le patrimoine et tout ce qui englobe nos différentes cultures, que ce soit ivoiriennes ou africaines. Donc, globalement, c'est vraiment une initiative qui est faite par l'IBHM, qui est une association culturelle. Donc, une nuit au musée, on va aller dans un musée qui n'est déjà pas quelque chose de très courant. Très habituel, Oui, voilà. la nuit, on aura des culture pitch, des activités qui vont tourner toujours autour de la valorisation du patrimoine Quel culturel. est le musée qui a été choisi à cet effet? C'est le musée du plateau, le musée des civilisations du plateau. Très bien. Pascal? Oui, bravo, félicitations. Alors, Une nuit au musée, je crois que c'est le titre d'un film où il se passe pendant cette nuit au musée des choses assez, rocambolesques. oui. Mais bravo, ce que je voulais savoir, c'est comment va notre musée des civilisations, vous qui y êtes allé certainement plus souvent que moi, parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'ai fait venir des invités et j'avoue qu'on a vite fait le tour. Alors, je vois que vous avez visite nocturne, shooting photo, vous avez mis du contenu dans cette activité, mais c'est aussi de faire découvrir les masques, les objets du musée qui y sont. Exactement. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de notre musée des civilisations? Est-ce que cette nuit au musée-là, vous aurez de la matière à montrer aux jeunes qui vont vous rejoindre pour cette nuit? Le musée, déjà, il va très bien, mais il pourrait aller mieux sur le visite plus fréquemment. Parce que nous avons des histoires qui se renferment autour de nos différents peuples. Nous avons plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, mais combien sont les Ivoiriens qui les connaissent? Combien sont les Ivoiriens qui ont des histoires plus ou moins atypiques sur comment vivent ces peuples-là, sur qu'est-ce que ces peuples font pour préserver leur patrimoine? Donc, à travers le Musée des civilisations, on se réunit autour de toutes les civilisations déjà africaines et on se recentre beaucoup plus sur les civilisations ivoiriennes.
Donc le musée, il pourrait aller vraiment mieux. Vous êtes invité déjà. Ouais. Juste rapidement, c'est vrai, Rapidement comme ce pour n'est les pas la autres, oui. directrice du musée, mais comment si jeune vous avez pensé à faire une telle activité et à penser à organiser un musée? Comment ça vous est venu cette idée Où est venu le point d'ancrage en fait? originale? D'accord, ça part du fait que je suis journaliste culturelle à la base Très bien. et j'ai gagné un concours qu'on appelle Culture Lover, qui a été initié par une association culturelle en partenariat avec l'Institut français. C'est ça. Et depuis ce prix-là, on va dire, il y avait déjà un déclic qui était là, mais comment le mettre en pratique? Ça. On a décidé de se recentrer sur les jeunes. Aujourd'hui, rares sont les jeunes qui parlent leur langue. Ah bah oui. Rares sont les jeunes qui s'intéressent même à À la l'histoire de leur culture et langue. tout ça. Donc, Pour quand le on dit- karaoké en langue. Exactement. Ça va, Donc, quand ça on va dit être épique. patrimoine, généralement, excusez-moi, mais on se dit que c'est forcément les personnes adultes qui Les vieux, en s'intéressent à fait, ça. c'est pour Donc, ça que voilà. Les donc, marieuses. donc, je me dis, en tant que jeune culture lover de l'année, Très si bien. je dis je suis jeune, je m'intéresse à la culture, je veux la valoriser, alors venez avec moi et on va la valoriser Très ensemble. bien. Il y a quoi à découvrir au musée des civilisations? Bon, il y a beaucoup de choses déjà, mais il y a des histoires autour des masques. Nous voyons des masques dans les grandes cérémonies. Qu'est-ce que ces masques symbolisent? C'est cela. Comment on fait pour que ces masques puissent porter nos différentes histoires? Donc, il y a ça à découvrir déjà. Et quand on finit, moi, je suis Sénoufo, je vais parler aussi de mon... Et vous parlez le Sénoufo? Oui, très bien. Je vais parler de mon ethnie, je vais parler de l'ethnie de tous ceux qui composent en fait mon comité d'organisation. Et les participants aussi pourront nous dire qu'est-ce qui bloque Très véritablement bien. la valorisation du patrimoine dans leurs différents peuples. Élysée? Ben moi, j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt. Ce que je veux savoir, est-ce que vous ne pensez pas, peut-être, hein, je sais, je n'ai pas vraiment je vais dire tout ce qui est prévu au menu, mais est-ce que vous ne pensez pas que le musée des civilisations, qui est déjà difficile même à fréquenter pour les Ivoiriens qui passent devant sans même savoir ce qu'il y a à l'intérieur, déjà mettre un pass à la hauteur de 5 000? Surtout que là, on a le représentant des consommateurs. 5 000, c'est quand même un peu cher pour la bourse de l'Ivoirien qui n'arrive même pas à lier 3 repas, en tout cas selon l'analyse de plusieurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire un effort dessus? C'est terrible. Allez-y. Ça peut être un frais, Le contentieux n'est pas vidé. passe-là. Du tout. Le pass, on l'a voté plus ou moins à travers un sondage. Ok. On a fait un sondage qui se situait entre 3 000 et 5 000 francs. Et avec 3 000, il faut dire qu'on ne peut pas vraiment permettre à ce que tous les participants aient toutes ces activités qui C'est sont cela. sur le visuel. Donc avec 5 000, c'est vraiment la fourchette qui, on va dire, est vraiment votée par la majeure partie des jeunes, on va dire, qui constituent plus ou moins une bonne partie de la population ivoirienne. Très bien. Marius? Félicitations à vous. Merci. Seulement qu'il va être peut-être difficile pour cette nouvelle génération. Et c'est tout le mérite que vous avez d'encourager cette nouvelle génération à aller vers justement nos mythes, légendes et autres. Bon, par exemple, les contes africains, Oui. comme les contes africains comme on les connaissait par le passé, l'époque. à l'époque, les légendes, la mythologie africaine et même ivoirienne. Bon, j'espère que vous avez encore des gens de culture, à l'image d'un Boté Zadi Zaourou ou d'un Jean-Marie Adiafi. C'est une contribution, pour pouvoir, en fait, Marius. Pour pouvoir naturellement illustrer ou alors expliquer à cette nouvelle génération eh bien, tout ce que ce pays a comme potentiel en matière de légendes, de contes. et autres. que vous avez, Jean-Marie Adiafi, Bien sûr. Vous en avez encore aujourd'hui C'est très Quels bien. sont les hommes de culture donc, qui vous accompagnent pour ce projet? Nous avons déjà la directrice du musée qui va Oui, nous ça, accompagner. oui, bien sûr. Et l'Institut français aussi, qui est très ancré dans la valorisation de la culture, a décidé de nous Les accompagner Français aussi. qui connaissent mieux notre culture que nous-mêmes. Non, Marius, c'est pas ce qu'elle a nous dit. aider à promouvoir la culture Nous aider. ensemble. Eux qui sont de loin, là, en fait, ça m'étonne un peu. Hein. On En se- tout cas, ils sont partenaires. C'est un institut. C'est comme vous me dites, un Africain va aller aider des Français à Non, connaître dans la les culture. missions, Marius, dans Non. les missions de l'Institut français, ils aident également quand ils sont sur un territoire, ils accompagnent les initiatives. Ça doit tout ça la changer. Vous êtes une nouvelle génération. Allons-y, D'accord, allons-y, merci, cher. c'est bien. Sinon, on a noté. des historiens qui donnent des cours hein, en Bien France sur entendu, l'histoire. vous avez Voilà. toutes les compétences ici. On Oui, n'a bien pas besoin sûr. de blancs pour Non, venir nous c'est- expliquer. Non, les non, 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 études, non, non, c'est ça. non, faut, Marius, faut faut, pas faut- mélanger. Il y a ne- des historiens ne- ne ivoiriens qui mélangeons donnent pas des le cours débat. en France. en S'il vous plaît, s'il vous d'histoire plaît. là-bas Il y a aussi. des médecins Ah, africains moi, je suis en très France. patriote. Il faut donc, nous parler de je suis très nationaliste. Non, ne mélangez pas la jeune fille. Non, ça va, non, ça va. Je- C'est déjà, cadre surtout, je le- pense à Maurice qui je vous est sur un taquine, plateau hein, politique Juliette, pour parler s'il vous de- plaît, Bien s'il vous sûr, plaît, s'il vous plaît. L'apport, la Je vous contribution taquine, hein. des structures comme des partenaires comme l'Institut français Voilà. dans ce que vous faites. D'accord. Déjà, je vais donner 2 exemples Allez-y. qui m'ont Bien sûr, vraiment inspiré bien à sûr. valoriser la culture. C'est que nous avons Procès Toby,
qui enseigne la je poésie connais à bien, l'université de ouais. Bouaké. Bien sûr. Nous avons le professeur Diama, qui a été mon encadreur parce que j'ai étudié également la poésie. D'accord. Donc nous avons, je vais dire, des repères pour plus ou moins nous renseigner sur Voilà, nos vous différentes m'envoyez cultures. maintenant rassuré. Oh, Marius Komoui. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Et on espère. Est-ce que Bravo, déjà les bravo. tickets ont commencé à sortir? Est-ce que les jeunes sont intéressés à ce projet? Oui, vraiment. Vous avez vraiment, combien de vraiment. places aussi, Nous Jean-Charles, parce qu'on doit terminer? Nous avons prévu 80 places. 80. Et là, nous sommes à plus de 70. Déjà vendus? Oui. Oh là Oh là là, là. Parce que bravo. sold out. Bravo. Non, c'est vrai, il faut que les Alors, jeunes se M. Marius mobilisent. Komoui va prendre les On 10 va places prendre les 10 restantes. Ben, avec plaisir. Très bien. Alors, merci en tout cas d'être venu, Merci à très vous. cher. Je rappelle que vous êtes Céléo Naradjenin, Best Cultural Lover 2024. Thank you. Et vous êtes PCO de la nuit au musée. On a terminé. Le journal donc est prioritaire. On me demande Les l'antenne. 5 000 donnent droit au bar et au buffet. C'est Ah, cela. bon, mes, Alors, mes jeunes viendront. Mais on se retrouve donc dans D'accord. quelques instants pour la seconde partie. À la seconde partie, nous parlerons d'arbitrage en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons de très bons arbitres en Côte l'Africain d'Ivoire? est lésé. Quelle est la situation de l'arbitrage en Côte d'Ivoire? Restez avec nous. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette seconde et dernière partie de ce temps d'antenne. Le football ivoirien a-t-il mal à son arbitrage? Pour en parler, nous recevons M. Diomandé Abdul Karim. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Vous êtes le président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Effectivement. L'amicale existe depuis 1995 et vous en êtes le 5e président. Depuis le 27 mai 2023, vous êtes aux affaires pour un mandat de 4 ans. Avec vous, on essaiera donc d'éplucher un peu cette thématique à l'effet de bien éclairer les lanternes de nos populations sur le rôle des arbitres en Côte d'Ivoire et surtout sur certains faits que nous avons donc constatés. Quelles sont vos missions concrètement, vous qui existez depuis 1995? Merci déjà de Notre me recevoir plaisir. sur votre plateau. La mission essentielle d'un arbitre, c'est de mener à bien un match qui commence, qui part sur 90 minutes pour un match normal ou 120 minutes selon la nature de la compétition. Et donc, on s'appuie sur la loi du jeu et les règlements généraux et spéciaux de la FIFA pour organiser et mener à bien, comme je l'ai dit, les différentes rencontres. Très bien. Herman? On mange ma question tout de suite. Aujourd'hui, quand même, il y a des supporters de certains clubs qui estiment que les décisions des juges sur le terrain sont à leur encontre et ça vient de plus en plus. Qu'est-ce qui cause le problème véritablement? Pourquoi certains supporters estiment qu'on s'acharne quand même sur le club? Je ne vais pas dire de nom ici. Mais il y a plusieurs facteurs. Dans un premier temps, vous dites des supporters. Quand on dit supporters, il y a l'émotion. Donc, ils ne C'est la maîtrisent première pas chose. vraiment les règles, peut-être? Ça, c'est la première chose. Et L'émotion. deuxième chose, vous savez, les lois du jeu, on met du temps à les apprendre. Je vais un peu expliquer un peu comment on devient arbitre pour que vous compreniez un peu. Allez-y, je Voilà. vous en prie. On commence d'abord par être élève-arbitre. On a 2 ans pour être élève-arbitre. Et d'abord, même avant même d'être élève-arbitre, on a un contrôle qui est fait par les commissions centrales et régionales des arbitres qui sont disséminées sur tout le territoire. Et 2 ans Qu'est-ce après... qu'ils contrôlent? Non, c'est des commissions, comme je l'ai dit, régionales, c'est-à-dire qui sont chargées de recruter au plan local des arbitres, Très bien. de les former et de les mettre à la disposition de la commission centrale des arbitres. Et chaque 2 ans, ces arbitres-là subissent des examens de passage, de grade. Et c'est après ces examens-là qu'ils arrivent au dernier stade du grade, qui est le grade fédéral, qui leur permet de pouvoir officier en Ligue 1. Voilà la première étape. Et donc, cette étape-là est jalonnée, comme je l'ai dit, par des contrôles. Contrôles tant physiques que techniques au niveau des lois du jeu. J'allais rebondir. Hein. Rapidement, Herman? Oui, mais quand même, techniquement, pour que vous appréciez mieux la décision sur la rencontre reprise entre l'ISCA et FC Tchologo. Un match qui était interrompu, il restait 2 minutes à jouer. Enfin, ils ont décidé que le match soit terminé et que des mois après, on est en train de sortir du calendrier et qu'on demande, la commission demande à ce qu'on reprenne ce match-là. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas de problème? Bon, déjà, ce n'est pas le match Isca-Sirocco.
C'est plutôt le match Isca, c'est pas Tchologo, mais c'est plutôt le match Isca-Siroko. Siroko, ok, Voilà. allez-y. Et il y a eu des événements qui ont jalonné ce match-là, qui ont conduit à son arrêt avant le terme. Et après les analyses, arrêts de jeu. voilà, après les analyses de la commission de discipline, il s'est avéré que c'est du fait des arbitres que ce match a été arrêté. Du fait des arbitres. Et selon l'article 41 du règlement spécial de la FIF, il y a des motifs pour lesquels un match est interrompu. Mais dès l'instant que l'interruption de la rencontre n'est pas du fait des équipes, le match est à rejouer. C'est ce qui a été le cas du match Isca-Siroko. Et donc, après analyse des rapports, il s'est avéré que, malheureusement, l'interruption a été du fait des arbitres. Et donc, normalement, il fallait rejouer ce match. Pourquoi un mois après? Justement, Des mois après, c'est Mais pas là, je suis mal placé pour répondre à cette question. La commission de discipline est autonome. C'est à elle de répondre à cette question. Ça donne un Très certain bien. flou. Marius, est-ce que hein. vous avez la parole? Ça donne... Oui, mais bien sûr. Il prend Vous l'arrache. n'avez pas la parole, c'était Pascal qui l'avait demandé. Vous avez raison. Monsieur Diomandé Abdoul Karim, vous êtes le président donc, de l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire. L'amicale revendique combien de membres? Et nous sortons d'une victoire éclatante, même si elle a connu des soubresauts qui nous ont fait tous ici vibrer, de la CAN 2023. Pour cette CAN-là, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été sollicité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne vous a pas beaucoup vu. On s'attendait à voir l'arbitrage ivoirien, peut-être pas être favorisé, mais en tout cas être un petit peu présent. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas vraiment eu d'arbitre ivoirien, sinon pas du tout. Sur Arbitre la central. Central, si. arbitre central Oui, sur au la, niveau sur des la juges CAN de Tunis. 2023. Donc, vous revendiquez combien de membres? Et puis, quelle a été l'approche pour la CAN 2023 avec votre amicale, la FIFA et Très la bien, il va Fédération répondre. ivoirienne de football? Alors, on revendique à ce jour environ 1000 membres au niveau de la MAFSI. Et pour en revenir à la Est-ce que ça constitue l'ensemble des arbitres de Côte d'Ivoire? ça va au-delà. Mais vous savez, une amicale, c'est une adhésion libre. Libre, ouais, c'est ça. Voilà, donc Oui, bien sûr. pour le moment, on compte près de 1000 arbitres. Très bien. On va adhérer. Sa seconde question. Voilà, est la très seconde importante. question, qui est celle de la participation de De l'arbitrage ivoirien à la CAN. Vous savez, la gestion des arbitres au niveau de la CAF répond à plusieurs critères. Ce que je veux dire ici, c'est que dès l'instant que nous avons 3 arbitres qui ont d'abord été présélectionnés, ensuite sélectionnés, ils font partie des meilleurs en Afrique. Ça, c'est la première chose. Et vous savez, lors d'une compétition de cette envergure, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord, lors des, comment on les appelle, les sciences intégrées, il y a le rendement des arbitres qui détermine les matchs sur lesquels on doit pouvoir les coopter. Mais au-delà de ça, si vous essayez de répartir un peu dans le passé, vous verrez qu'à chaque fois qu'un arbitre a brillé à la CAN, l'équipe nationale n'est pas allée loin. Donc pour vous, il fallait ne pas briller, Non, non. vous? Donc, Bon, vous en voulez fait, sacrifier on était dans un, je ne sais pas comment on dit ça, mais dans un dilemme. On a bien compris. Prier pour que nos arbitres aillent loin et notre équipe nationale reste. Mais voilà, donc vous voyez dans On le. ne voit pas le lien. On Voilà. ne voit pas bien le Non, lien. non, vous ne voyez pas le lien. J'en viens. Donc, déjà, préciser à ce niveau-là, à chaque fois que un des arbitres ivoiriens a émergé, L'équipe lors- nationale ne bouge pas. la première chose. Et deuxième chose, lors des matchs de poule, on a eu notre arbitre central qui a été désigné pour un match, effectivement. Malheureusement, ça a coïncidé avec le fait où le sort de la Côte d'Ivoire était rattaché à plusieurs matchs. Et donc, du coup, l'arbitre ne pouvait pas officier l'un de ces matchs-là. Et donc, ça a déjà cassé l'élan à ce niveau. Très bien. Et dès l'instant, quand on passe cette phase-là, ça devient plus compliqué de pouvoir désigner nos arbitres, étant donné que les enjeux deviennent plus grands, surtout que la Côte d'Ivoire est dans la course. Très bien. Écoutons Élisée. Non, c'était plutôt Marius que j'avais retiré la parole. Élisée souffrant. Marius, allez-y, je vous prie. Alors, Monsieur le Président, de nos renseignements, de nos informations, il nous revient que l'AMAFSI souffre d'une dualité à la tête de son instance de décision.
vous vous proclamez président. Il semblerait qu'un autre du nom de Léonce Danon également est président. Et on se souvient bel et bien que sous le comité de normalisation, la FIFA avait instruit à son point 3 des missions du comité de normalisation que les questions de dualité à la tête des organisations membres de la FIFA soient réglées. À cette époque, donc, au niveau de l'Africa, le problème a été résolu et on n'entend plus de son discordant. Mais à la MAFSI, la situation prévaut. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous, en tant que nouveau président, est-ce que vous détenez véritablement un récépissé de déclaration du ministère de l'Intérieur via la Direction générale de l'administration du territoire qui vous permet de vous proclamer président de cette institution? Merci. C'est un débat sur lequel je ne voudrais pas revenir. Parce qu'on a déjà dépassé. Il n'y a pas de sujet tabou avec nous. Non, je ne dis pas que c'est un sujet tabou. Qu'il s'exprime. Mais en fait, ce débat-là, il est clos depuis le 27 mai 2023. 27 mai, vous avez été donc, vous êtes arrivé aux affaires. Ça fait 1 an. C'est vous qui m'apprenez qu'il y a une dualité à la tête de la MAFSI. Est-ce qu'on vous entend? Vous parlez tellement bas. Ben merci, je vais Voilà, aussi le montez, ton. Voilà, C'est vous qui m'apprenez qu'il Merci. y a une dualité à la tête de la MAFSI. Sinon, je ne pense pas que depuis ma prise de fonction, il y ait une contestation de notre bureau. Très bien, on va avancer. Et Oui. concernant c'est Le pas un récépissé récépissé. Non, des non, c'est même pas un déclarations. récépissé. Nous avons l'agrément du ministère. Très bien. Merci. Ministère. Élysée. D'accord, moi j'ai 2 questions. Je vais revenir un peu sur ce que Pascal a dit. Il y a quelques années, avec fierté, en tout cas, nous avons applaudi la participation de Dwayne Mendiez au Mondial 2014. Depuis lors, on n'a plus jamais vu un arbitre ivoirien apparaître au Mondial, en tout cas arbitre central. Est-ce que ce n'est pas une preuve que l'arbitrage ivoirien aujourd'hui n'est pas au beau fixe? Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, comment vous appréhendez le fait que le président de la commission des arbitres au niveau de la FIFA soit un ancien footballeur et non pas un ancien arbitre? D'accord, merci. Déjà, c'est vrai, on aurait voulu, après notre mentor, M. Dwayne Mendiez, voir d'autres arbitres au mondial. Mais il faut déjà dire que nous avons en Côte d'Ivoire un arbitre professionnel. Dans toute l'Afrique, ils ne sont que 20. Pour 54 États, 20 arbitres professionnels, dont un, M. Traoré Ibrahima Kalilou, qui fait partie de ces 20 arbitres professionnels-là. Dites-moi, si notre arbitrage n'est pas de qualité, est-ce qu'on peut se retrouver à ce niveau? Vous êtes satisfait avec un seul? Non, mais Mais quand, le ratio non, mondial, regardez c'est déjà. combien Non, le non, ratio en fait, mondial? c'est On peut en avoir 2, 3, 4. Non, mais ce que je vais dire déjà, Oui. c'est que c'est un processus. Un processus. Non, mais je me Très bien. félicite. Moi, Voilà, ça c'est la première chose. Et je Non, n'ai même pas encore je finis. fini. Je bonis pour vous donner la parole. Moi, j'acclame même d'ailleurs. Mais pourquoi Traoré Kalilou, dont vous parlez tant, n'a pas été retenu comme un des arbitres centraux au niveau de la CAN? Mais je vous ai expliqué ça. Je vous l'ai Il dit expliqué que tout à lorsqu'un l'heure. arbitre monte, l'équipe nationale de Non, non, au-delà de ça. Au-delà de ça, je C'est vous ai son point de expliqué, vue, hein. je vous ai expliqué Oui. tout à l'heure que il avait été programmé pour les derniers dernière matchs phase, les dernières oui. phases de de poule, poule. ouais. Ça a coïncidé avec la situation de la Côte d'Ivoire, C'est ça. où notre sort était rattaché à plusieurs Ok, ouais, paramètres. Plusieurs rencontres. C'est ça, plusieurs Donc, rencontres, c'est ça. on ne pouvait plus Le programmer. le programmer. Ok. Mais D'accord, quand on c'est finit compliqué. cette étape, après, vous voyez que ça devient compliqué de pouvoir insérer un arbitre, surtout que les enjeux deviennent plus grands. Et se Ça, c'est la resserre. première chose. Maintenant, au-delà de ça, Oui. si vous vous souvenez, il y a un de vos collaborateurs, M. Kwame Abel, qui vous a même présenté une médaille. Oui. Mais Futsal. Mais pensez-vous que Mondial de futsal. Voilà, Ah non, pensez-vous pardon, que Coupe si- d'Afrique, futsal. l'arbitrage ivoirien n'est pas de qualité, il peut revenir avec cette médaille? Non, pas du tout. En plus de ça, il y a notre jeune dame, Natacha, qui a officié 5 finales. Elle nous a ramené 5 médailles. Il nous reste 5 minutes. Pensez-vous que Oui. si l'arbitrage ivoirien n'est pas de qualité, on peut ramener 5 Le médailles? dernier point, la dernière question. Il va répondre à La cela. dernière Donc, question. je voulais juste Sur la commission rappeler- des arbitres, pourquoi Ce que c'est je veux dire à un- ce niveau, Nous avons Euh, 5 minutes, hein, donc on va les faire. on aurait voulu Oui. que ce soit un arbitre qui soit à la tête. de la commission des La arbitres. commission. des C'est ce que arbitres. disent les Mais- textes. Non. Non, pas. C'est pas ce que les disent les tests. Les tests disent quoi? Les tests de la FIFA disent quoi? Que pour être président d'une commission, il Oui. faut être membre du comité exécutif. Exactement. Ok. Et notre combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait un arbitre À la au tête. sein du comité exécutif pour qu'il puisse présider cette commission. commission. Mais si on n'en a pas, comment voulez-vous
un arbitre soit à la tête de cette commission. Très bien. Il a parlé de Sur l'arbitre Natacha. Natacha. Oui, Je Natacha, voulais oui. revenir sur la scène qu'il y a eu avec Lors vos du match, consoeurs ouais. lors du match de la Coupe nationale vis-à-vis du joueur de l'Africa Sport. Aujourd'hui, quel est le point de la situation qu'elle vous a fait elle-même? Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Parce si vous ne revenez pas non, là-dessus, non, comment on non. fait J'explique pour pourquoi je ne vais comprendre? pas revenir. Allez-y, allez-y. C'est une situation qui est sur la table. Ah, très bien. D'une très bien. commission. Oui, Ok. très bien. Donc, dès cet instant-là, je n'ai pas Il y a, le il y a droit. l'omerta à pratiquer. Voilà. Très bien, on comprend. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Herman, vous comprenez? Il estime que Moi, la situation... Moi, je ne comprends pas. ce Moi, je genre. comprends. Moi, je Non, on comprends. comprend. Il C'est estime comme en que- justice. Quand Mais une bien affaire sûr. est en justice, Oui, mais on peut exposer on les se faits. garde. Non, mais vous n'êtes désolé, pas on n'a enquêteur. pas. S'il vous Je plaît, n'ai s'il vous pas- plaît, parlons. Il n'est Parlons- pas enquêteur sur cette Oui, question. parlons sur- Je n'ai un pas pour se besoin comprendre, oui. d'exposer les faits. Les faits ont été déjà exposés à tout le monde. C'est à la commission maintenant de prendre une décision. Et donc, on reste scotché à la décision de la commission. Au niveau de l'amicale, qu'est-ce que vous pensez de la scène? Moi, Votre avis sur la Non, non, mais en situation. fait, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas qu'on donne l'impression que les arbitres ivoiriens ne sont pas à la hauteur. C'est cela. Nous sommes à la hauteur. Nous faisons chaque jour des sacrifices pour être à la hauteur. C'est vrai qu'on ne doit pas se contenter du niveau qu'on a, on doit aller au-delà. Au-delà, ouais. Et c'est à ça que chacun de nous s'attelle. Et c'est ce que je veux qu'on retienne. L'arbitrage ivoirien a un niveau acceptable. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons Très faire bien. plus que ça. Je voudrais rassurer vraiment le écoutons, président Pascal. sur un fait, c'est que nous, on est vraiment d'accord sur le fait que l'arbitrage en Côte d'Ivoire est un bon arbitrage. Bien sûr, comme toute œuvre humaine, il y a des bisbis, mais vous avez répété ici plusieurs fois qu'il voulait redire que l'arbitrage ivoirien est à la hauteur. Vous avez des statistiques qui sont bonnes. Les matchs, sur 100 matchs arbitrés, je pense que le taux d'insatisfaction doit être très très faible. Donc oui, on a confiance en nos arbitres. Je tenais à vous le dire. Merci, madame. Très Le bien. taux d'insatisfaction est moindre, mais généralement, Mais il de toute concerne façon, une pour catégorie l'Africa- d'équipes. Oui, Attendez, Il concerne une attendez, catégorie attendez, d'équipes. on C'est parle vrai. qu'il y a des Deux équipes cents qui ne sont jamais contentes. Elles Très sont bien. souvent Non, en vert ou c'est parfois parce en que rouge. très souvent, il y a des décisions qui sont beaucoup sujettes à beaucoup d'interprétations, de polémiques sur... voilà. Très bien. Élisée, Marius, on termine. Hein. Il nous reste 2 minutes, messieurs. Ok, moi je voudrais juste, comme vous l'avez si bien dit, vous ne voulez pas dormir sur vos lauriers. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la commission pour porter le niveau des arbitres à un niveau plus élevé? Bien, Pour que demain on en trouve plusieurs dièses pardon, au mondial. Mais déjà, il y a la détection. Déjà, au niveau local, des plus jeunes. Parce que c'est la formation qui... À partir de quel âge? À partir de 15 ans, 15 16 ans déjà. Ah, très bien. Parce que, vous savez, pour préparer La les relève, arbitres ouais. pour le mondial, il y a des critères au niveau de la CAF. Lesquels, par exemple? L'âge. Il faut tenir compte de l'âge. Parce que Faut pas être vieux. c'est un investissement pour la CAF. Quand la CAF suit un arbitre international, c'est un investissement qui doit être rentable. On ne peut pas investir sur un arbitre qui a une marge de progression. Quel est l'âge requis? Déjà, être international à partir de 25 ans, 25 ans. c'est déjà très bon. Et on a 2 ou 3, 4 ans pour faire ses preuves, accéder à l'élite A et maintenant aller de l'avant pour pouvoir officier des grandes compétitions comme le mondial. Vous êtes à quel niveau dans toutes ces étapes? Donc, moi, j'ai pris ma retraite. Déjà? Oui, j'ai Si pris ma jeune? retraite. C'est comme Ben, les footballeurs. Vous savez, souvent, il faut laisser la place. Très bien. On a bien compris. Il laisse la place. Je Marius. vois que vous laissez C'est-à-dire la que, place. si on vous Marius, comprend n'aime bien, pas ça. vous êtes un arbitre à la retraite. Oui, Et vous dirigez des arbitres en activité. effectivement. Il n'y a pas lieu de s'interroger S'interroger sur quoi? sur véritablement votre Légitime. Sa votre disponibilité légitimité. est totale, Non, au légitimité en tant que telle. Non, mais- Parce que moi, par exemple, je suis dirigeant d'une organisation de la société civile. Oui. Si demain je Depuis passe, 16 ans. si je passe à la Permettons retraite, à Marius si de je parler. pars à la tête de cette organisation, je ne vois pas pourquoi je dois revenir diriger. Donc, il va s'exprimer, Marius. Étant à la retraite, je reste à la retraite. Déjà, La retraite, c'est pour la retraite. être président de la Vous MAFSI. avez tellement bien travaillé que vous partez vous reposer. Pourquoi revenir encore? Laissez le Être président président de la parler. MAFSI Oui, permet de gérer une amicale. oui, absolument. Déjà, un arbitre en activité a déjà fort à faire. Se préparer pour chaque match. Vous savez, la préparation des matchs qui se jouent le samedi commence le lundi. Vous Très comprenez? bien, ouais. Avec des séances intégrées, l'étude des lois du jeu, la culture physique. C'est quoi la séance intégrée, entre Les parenthèses? séances intégrées, c'est des simulations de matchs Ah, d'accord. pour aiguiser les réflexes De au niveau l'arbitre. des arbitres.
Et pensez-vous qu'un arbitre qui est à la tête d'une amicale peut gérer ces deux éléments? Mais pourquoi pas? Mais non, parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de réussir les matchs. Non, dans l'opinion, croyez-moi, être à la retraite, c'est être à la retraite. Non. Très bien. Désolé. Pour lui, comme il a expliqué, Marie, selon chez eux, l'ONU, les plus jeunes, Voilà. la jeunesse est comprise Élisée, est-ce que avant vous avez la 35 parole? ans. Élisée, Mais ici, là, tous ceux qui grillent les jeunesses ont plus de Élisée, 45 Marius, ans. même, il Ça ne veut est pas dire la jeune, vie. donc, Messieurs, Non, moi, je suis réélu, hein. Messieurs, je vous en Voilà, prie, moi, j'ai été élu. s'il vous Ça, c'est plaît, l'Africain. Tranquillement, essayons tranquille. de pouvoir parler lorsque la parole est donnée, Excusez-nous. à l'effet que les téléspectateurs puissent nous Franchement. comprendre. Selon l'ONU, vous disiez... allons-y. Selon l'ONU, l'âge de la jeunesse est compris avant 35 ans. Au-delà de 35 ans, vous n'êtes plus considéré réellement comme jeune. Mais quand vous regardez toutes nos structures de jeunesse, qu'elles soient politiques, associatives, aujourd'hui, tous ceux qui sont jeunes là, qui sont présents de jeunesse là, ils n'ont pas moins de, ils ont plus de 35 ans la plupart du Vous avez temps. la Et tous- touche Non, de ce à, que la, vous à la- annoncez. à la différence Les- que dans la gestion d'une organisation, quelle qu'elle soit, on n'a pas besoin d'âge. Et On Marius, a besoin de revenons, compétences. Hermano, tu es à la Hermano, tête, ça fait Hermano. 20 ans. À la tête de ton président. pays, à la tête de ton pays, tu as des Je gens qui ont disais plus de que 80 On ans. revient donc au président Ça te de préoccupe. l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. On termine bientôt. Un message aux joueurs et à la population et aussi à votre En amicale. Afrique aussi. D'abord, au public sportif, c'est de leur demander de venir d'abord suivre les matchs. Suivre les matchs et de se rapprocher plus des arbitres pour comprendre les lois du jeu. Parce que vous m'avez posé une question tout à l'heure pour savoir pourquoi il y a ces récriminations-là. L'une des raisons, c'est le fait que beaucoup ne connaissent pas les lois du jeu. On est tous un peu arbitres, hein, Ouais, tous un peu arbitres on sans l'est. l'être réellement. en réalité. Exactement. Parce que les lois du jeu, ça s'apprend et ça s'applique. Très bien. On va aller rapidement. Voilà. parce Et qu'on donc, dire à nos arbitres de redoubler d'efforts. est- Très bien. Les erreurs d'arbitrage, il y en a légion. Hermano. Non, vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous pouvons Allons-y, commettre, continuez. Nous, on est africains, on n'est pas d'accord. Continuez votre nous mot pouvons d'effort, commettre des termine erreurs, maintenant. mais nous faisons l'effort d'être le plus irréprochable Très bien. possible à chaque Absolument. match. Absolument. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Monsieur Djemandé Abdoul Karim, vous êtes le président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Et je sais que vous avez aimé votre passage. Aimez l'Africain, hein, vous. J'aimerais bien Notre revenir. émission donc se termine. Merci à tous. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Talk. N'oubliez pas, à 22h, vous retrouvez donc le vrai match avec Kevin et Brezing. Nous, ce sera demain, par la grâce de Dieu. Allez, bonsoir.